Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc, je suis Jonathan Fédy, directeur adjoint de Cité Remarquable. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette rencontre sur les liens entre patrimoine, développement, patrimoine, tourisme et coopération internationale. Nous sommes avec Monsieur Ndiaye. Je voulais vérifier si Monsieur Ndiaye nous entend bien, si vous pouvez faire un signe. Mais je vous entends très bien et voilà, bonjour et merci beaucoup. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on voulait proposer une table ronde, une première table ronde qui posait les questions des liens entre patrimoine, tourisme, patrimoine et attractivité territoriale, avec deux exemples de territoires. Donc le premier, donc Saint-Louis du Sénégal. J'aurai l'occasion de le présenter plus en détail. Et puis le deuxième, l'action menée par Limoges Métropole, justement sur les sujets dont on parle et comment le patrimoine peut être un moteur d'attractivité territoriale et je dirais même plus d'attractivité internationale. Alors avant de débuter de manière plus détaillée, on m'a proposé, je voulais vous présenter en quelques minutes, simplement l'action de Cité Remarquable et les actions en particulier sur le lien patrimoine et tourisme. Donc vous allez avoir une présentation PowerPoint qui va vous être présentée. Parfait. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc déjà dire en quelques mots que Cité Remarquable, on est un réseau de collectivités territoriales. Bordeaux, Limoges, par exemple, on fait partie, mais on regroupe des collectivités de toute taille. Vous le voyez, 300 villes et territoires qui vont de la commune de Gerberoy, 72 habitants, jusqu'à des territoires, des métropoles comme Paris, Lyon, Bordeaux et bien d'autres territoires, ce qui représente 2000 communes et 13 millions d'habitants. Donc des actions sont menées pour ce réseau de collectivités avec pour point commun eh bien, la volonté de s'appuyer sur le patrimoine pour développer le territoire. Vous pouvez passer à la slide d'après. Donc, on va dire que ce réseau de collectivités travaille en étroite collaboration avec les partenaires. Et ici, vous avez une vue globale des partenaires que nous mobilisons avec, bien entendu, le gouvernement et donc les différents ministères de tutelle, des partenaires et des agences gouvernementaux, mais également des régions avec des partenariats qu'on développe de plus en plus. On peut passer à la slide suivante. Donc finalement, pour résumer en 10 points, Cité Remarquable, qui, de manière très technique, pour que vous ayez l'information, réunit les territoires qui ont le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire et les territoires qui disposent d'un site patrimonial remarquable. C'est le cas doublement, par exemple, pour Bordeaux et pour Limoges. Eh bien, on intervient voilà, sur ces 10 grands points, sur l'accompagnement des projets, des expertises, sur le montage de ces dossiers, puis plus globalement sur les politiques de revitalisation des territoires. On organise de nombreux groupes de travail, des rencontres, des ateliers, séminaires et congrès, dont le prochain, et je vous invite, aura lieu à Dax, dans les Landes, le 30 juin et 1er juillet, portera sur un enjeu d'actualité, le lien entre patrimoine et changement climatique. Des formations pour les professionnels et les élus que nous organisons sur des points plus techniques et qui portent sur les liens, par exemple, entre patrimoine et urbanisme. Et demain, par exemple, nous aurons une formation pour savoir comment, dans les centres anciens, on peut lutter contre l'habitat indigne et éviter voilà, des catastrophes pour les citoyens. Une offre de services, bien entendu, avec des appels à projets qu'on a développés comme 20 projets pour 2020 sur le lien entre patrimoine et performance énergétique du bâti ancien en valorisant les matériaux biosourcés. Un concours entrée de ville pour revaloriser nos entrées de ville qui parfois sont quand même très dépréciées, notamment avec les nombreux panneaux d'affichage, contrairement au centre ancien. C'est vrai que quand on rentre dans une ville, on rentre par une entrée, donc on a ouvert le concours à des villes de moins de 20 000 et de plus de 20 000 habitants. Bien entendu, je vous parlais qu'on a un réseau de collectivités en partenariat avec des partenaires. Nous intervenons pour mettre en relation les collectivités avec les partenaires, que ce soit des partenaires régionaux, des partenaires nationaux, et quand parfois ça porte sur des questions législatives, on peut avoir
un rôle, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de lobbying sur certains sujets. Un centre de ressources qui est ouvert très largement et donc qui est disponible, comme par exemple la plateforme Quartier Ancien, Quartier Durable, ou le CREBA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le centre de ressources sur la réhabilitation responsable du centre ancien, un centre de ressources dont nous sommes l'un des membres fondateurs avec des laboratoires techniques et une autre association, Maison Paysanne de France. De nombreuses études et publications, puisque aujourd'hui sont disponibles et accessibles en ligne ou sur demande, plus d'une cinquantaine de références sur les sujets très larges de la valorisation des patrimoines, le tourisme, la coopération internationale, la valorisation des expériences innovantes des territoires. On a souvent des demandes de nos collectivités qui peuvent être larges ou très techniques, et donc notre rôle, c'est bien entendu de connaître les expériences des territoires pour les faire connaître, les revaloriser soit de manière directe aux collectivités, soit dans le cadre des rencontres et des temps d'échange qu'on peut organiser. Une veille juridique et prospective pour bien entendu savoir ce qui se passe sur les patrimoines et les centres anciens. Puis enfin le volet promotion des villes et des territoires. Et là, j'ai demandé à ce qu'on passe à la diapositive suivante pour avoir une meilleure vue. Ce sera juste après. Je voulais vous dire quelques mots sur patrimoine et action internationale, puisque c'est aussi l'un des sujets aujourd'hui. Donc vous dire que Cité Remarquable est en partenariat avec 2 ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, et donc intervient sur l'ensemble des sujets que je viens de citer finalement: patrimoine, tourisme, patrimoine, développement durable, patrimoine et urbanisme et valorisation des patrimoines. On intervient sur tous ces sujets auprès d'un vaste réseau de partenaires de manière géographique, prioritairement en Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Afrique. Donc ici, vous avez quelques vues, par exemple, des voyages d'études qui peuvent être organisés en haut à gauche. C'est un voyage d'études à 3. Vous avez en bas une photographie du quartier Somono à Ségou au Mali, où il y a une opération de restauration du patrimoine qui est menée. Ou à gauche, le réseau Roumanie Remarquable qui s'est développé et qui rassemble des collectivités, des petites collectivités en Roumanie, comme son nom l'indique. Puis l'objectif, c'est également d'organiser des temps et des rencontres d'échange. Et donc, vous avez en haut à gauche un exemple de séminaire international que nous avons organisé. Et puis l'actualité toute fraîche, puisqu'en ce moment même, on organise donc à l'Hôtel de Ville de Bordeaux une formation internationale qui a débuté lundi et qui a par contre commencé en ligne ce matin. Et donc on est actuellement une quinzaine de chefs de projet internationaux sur place et suivi par 130 participants en ligne, justement sur les sujets croisés patrimoine et tourisme. Donc on voit que ce sont des sujets d'actualité. Je n'ai pas encore utilisé le mot expertise, mais je pense qu'il est important lorsqu'on questionne les liens entre patrimoine, tourisme, coopération internationale. Il est important de parler d'expertise. Je pense que ce sera développé justement par Limoges Métropole et les filières d'excellence qui ont pu être développées. Et donc Cité Remarquable a l'honneur d'avoir obtenu le label Expect du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc qui reconnaît notre expertise, comme vous le voyez sur les sujets patrimoine et urbanisme patrimonial. On peut passer à la diapositive suivante. Je parlais de promotion des villes et des territoires. C'était simplement quelques éléments pour vous montrer ce qu'on a pu mener sur les sujets. C'était un sujet qui était naturellement présent dès la création de l'association en 2000, mais qui s'est véritablement renforcé lorsqu'il y a une mission qui a été confiée à notre président par le Quai d'Orsay. Et notre président a répondu avec ses propositions très concrètes, 54 suggestions pour améliorer la fréquentation touristique de la France à partir de nos patrimoines. L'enjeu de ce rapport et la volonté de notre association, c'est bien entendu pas de valoriser les grands sites qui sont déjà visités, mais c'est bien d'utiliser le patrimoine qui est diffus dans toute la France, dans tous les territoires, d'utiliser le patrimoine comme un moyen de diffusion des flux touristiques. Et donc plusieurs actions à la suite de ce rapport ont été menées.
comme l'édition très récente des guides vers Michelin, et donc qui ont permis de découvrir la France voilà, hors des sentiers battus, de mettre en lumière la diversité des territoires. Et donc nous avons eu 300 territoires, forcément nos 300 villes membres qui ont disposé de présentations, peu importe leur taille, donc pour bien montrer toute la diversité des patrimoines français. Un deuxième axe, deuxième action qui a été mise en place dans le domaine de la promotion des patrimoines, on peut passer à la slide suivante, c'est les campagnes nationales de promotion touristique Remarquable France qui ont été mises en place en 2019 puis en 2021. Alors 2019, on ne connaissait pas encore la crise, mais on avait décidé dans tous les cas de partir du schéma et du principe de d'abord s'intéresser aux clientèles françaises, de s'intéresser également aux clientèles très proches, Benelux, le Royaume-Uni. Et lorsqu'on a vu les conséquences du Covid et l'un des éléments favorables, la redécouverte du patrimoine de la France, par exemple, et bien d'abord par les Français, on s'est dit que l'approche a été la bonne. Et donc, c'est une campagne de promotion touristique menée avec Atout France qui a été menée dans de nombreuses villes patrimoniales qui, si elle l'avait menée toute seule, n'aurait pas eu les moyens, effectivement, d'engager une campagne de promotion touristique avec des influenceurs qui ont été venus sur place, qui ont mis en place compris des photographies, des vidéos de qualité. Donc pour citer quelques villes qui ont pris part à cette action, c'est par exemple Pézenas, Moulins, Châteaudun, Auxerre, Longwy. Donc on est sur des territoires voilà, qui tout seuls n'auraient pas pu s'engager dans de tels projets. Et donc chaque ville est aujourd'hui valorisée en ligne sur le site d'Atout France, ainsi que sur les pages Facebook et Instagram. En 2020, on avait un objectif de 100 000 visiteurs uniques et qui a très vite été dépassé à 150 000 visiteurs uniques. Et puis également vous dire que sur le volet promotion, on était il y a très peu de temps au Salon international du patrimoine culturel. On a pu organiser des conférences, valoriser nos membres. Et puis un dernier point important, et donc on peut venir ici, c'est donc la création de la bannière France Patrimoine et Territoire d'Exception, puisqu'en France, on a quand même de nombreux labels, de nombreuses marques, les plus beaux villages de France, les parcs naturels régionaux, petites cités de caractère, etc. Chaque réseau a son intérêt, mène des actions qui sont tout à fait pertinentes. Néanmoins, dans le domaine de la promotion, aucun réseau ne peut se targuer de mener, par exemple, une communication internationale tout seul. D'où l'idée et la proposition de notre président qui a été de regrouper ces réseaux simplement sur le volet promotion au sein d'une bannière qui nous permet de mettre en place des actions conjointes. Et la première action conjointe que nous développerons à partir de mars jusqu'à juillet 2022, c'est une exposition photographique sur les grilles du Jardin du Luxembourg, au début à Paris, et qui j'espère pourra itinérer en France et pourquoi pas dans des territoires internationaux. Je pense que c'est quasiment l'une de mes dernières diapositives. Vous pouvez passer à la suivante. Et effectivement, c'était la dernière, donc je vous invite à nous suivre voilà, sur notre site internet et les réseaux sociaux où nous sommes actifs, donc Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Voilà, c'était quelques éléments d'introduction sur Cité Remarquable. Je voudrais pas plus tarder donc donner la parole on va commencer par qui on va commencer par Monsieur Ndiaye. Je pense qu'il m'entend, donc qui nous suit depuis Saint-Louis du Sénégal. Alors on va vérifier. Est-ce que vous nous entendez bien, Monsieur Ndiaye? Je vous entends très bien, monsieur. Je vous entends très bien. Vous avez le bonjour de Saint-Louis. Parfait, je vous remercie beaucoup. Saint-Louis du Sénégal, je ne vais pas le présenter puisque vous aurez l'occasion de le présenter. Il y a un point commun avec Bordeaux, même si ce sont deux territoires éloignés, c'est que ce sont deux territoires inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
deux territoires. Alors, bon, Bordeaux n'est pas bordé par la mer, mais c'est pas très loin. Mais les enjeux liés à la montée des eaux se posent, liés à l'érosion se posent juste à côté de Bordeaux. Et c'est vrai que Saint-Louis est concerné également sur ces sujets. En préparant cette intervention, il m'est venu quelques questions que je voulais vous poser. Déjà, c'est si vous pouvez bien entendu nous présenter Saint-Louis du Sénégal, son patrimoine et les actions qui sont développées. Aujourd'hui, comment vous voyez l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une chose, un élément de valorisation. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent? Comment vous jugez la pertinence de l'inscription UNESCO? Aujourd'hui, à Saint-Louis du Sénégal, quels sont les liens qui s'opèrent au niveau très local entre tourisme et patrimoine? Et vous êtes le gestionnaire du site et je suppose que vous intervenez de manière très active avec un réseau de partenaires. Comment vous inscrivez dans une dynamique patrimoniale avec les différentes instances qui peuvent intervenir sur le site de Saint-Louis du Sénégal? Puis un dernier point qui me semble essentiel, mais on aura l'occasion d'échanger. Lorsqu'on parle de patrimoine, ce n'est pas forcément un patrimoine qui appartient à l'administration, ça peut être un patrimoine privé. Quelles actions sont menées pour sensibiliser les habitants au patrimoine et de manière plus large à leur cadre de vie? Voilà, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que c'est avec un réel plaisir que je participe à cette table ronde qui est une belle initiative de partage des expériences, de gestion des villes, et me réjouis tout particulièrement du choix porté sur le site de l'île Saint-Louis, classé patrimoine mondial. Moi, donc, c'est Moustapha Ndiaye, je suis le gestionnaire du site de l'île Saint-Louis, et j'aimerais très rapidement un peu parler d'abord de mon rôle de gestionnaire. Le gestionnaire, donc, du site, c'est... donc, moi, je suis chargé un peu de coordonner les activités du ministère de la Culture sur le site de l'île Saint-Louis, d'assurer l'interface avec les autorités. Donc, moi, je sers un peu de couloir de transmission entre les propriétés privées, donc les communautés, les conseils de quartier, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, mais également de contribuer à la documentation et à l'information des valeurs patrimoniales de Saint-Louis. De préparer en collaboration avec la direction du patrimoine culturel, donc le rapport à l'attention du comité du patrimoine mondial, et de préparer un rapport trimestriel, mais également d'assurer le suivi, n'est-ce pas, de tout projet en cours, comme aujourd'hui c'est le cas, par exemple, dans le cadre du programme de développement touristique de Sahel. Et avec votre permission, je voudrais, enfin, juste concernant le rôle du gestionnaire, il est une sorte de couloir de transmission, mais également, il a un rôle de sentinelle et d'alerte. Je voudrais à présent vous faire une brève présentation de Saint-Louis. Saint-Louis du Sénégal, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, mais également première capitale du Sénégal, se situe au nord à environ 200 km de Dakar, la capitale. Elle est fondée en 1659. Elle compte une population de près de 300 000 habitants répartis sur 3 grandes entités urbaines, le quartier Stor, la zone de la langue de Barbarie et le secteur de l'île. Au plan géographique, la ville est tracée par les plans d'eau de l'océan Atlantique, le petit et le grand plat du fleuve Sénégal. Évidemment, c'est un site qui est bâti sur de l'eau, et donc cette position si particulière la rend à la fois particulièrement vulnérable. L'on note assez souvent des assauts cycliques, n'est-ce pas, liés à l'avancée de la mer. On a le problème de l'érosion côtière, les inondations fluviales et maritimes, etc. Toujours dans la brève présentation de la ville, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il faut noter qu'à proximité de la ville se trouve une réserve naturelle et 2 parcs, dont l'un est classé patrimoine mondial. Il s'agit, n'est-ce pas, du parc national des oiseaux du Djoudj, qui est quand même la 3e réserve ornithologique au monde. C'est pour dire un peu déjà au niveau de la région de Saint-Louis, nous avons 2 sites qui sont classés patrimoine, le secteur l'île Saint-Louis et le parc du Djoudj. Maintenant, je vais juste vous présenter, je vais faire la présentation du secteur sauvegardé, donc de l'île. C'est la plus ancienne ville construite par les Français en Afrique de l'Ouest.
Et l'histoire de Saint-Louis se confond avec celle de la colonisation. L'essentiel du patrimoine bâti est constitué par un ensemble architectural légué par la colonisation. Cette partie historique de la ville située entre les deux bras du fleuve a une superficie de 72 hectares. C'est pour dire que l'île, c'est vraiment une minuscule bande de terre et compte une population de 12 000 habitants. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis décembre 2000. Et justement, ce classement, évidemment, concerne ce qu'on appelle un peu les zones tampons que constituent les corniches donc de Sor et les corniches de la langue de Barbarie, soit une superficie de 1452 hectares. Évidemment, la longueur, l'île est longue de 2500 mètres, voilà, 2500 mètres, sur une largeur, n'est-ce pas, de près de 300 mètres. Et l'île, donc, doit en partie son inscription sur la liste du patrimoine mondial grâce à son ensemble urbain, architectural, culturel, n'est-ce pas, remarquable. Alors, maintenant, évidemment, il n'y a pas que l'aspect, n'est-ce pas, monument historique, il n'y a pas que l'aspect historique, mais évidemment, il y a, n'est-ce pas, tout ce riche patrimoine immatériel qui explique un peu, qui constitue un peu des critères, des critères donc, des critères qui font justement que Saint-Louis a été classé patrimoine de l'UNESCO. Et ce riche donc patrimoine cumulé avec sa situation deltaïque, je vous disais tantôt que l'île est située entre les deux bras du fleuve et l'océan Atlantique de l'autre côté, et c'est ce qui lui confère, n'est-ce pas, un statut de site exceptionnel qui fait que d'aucuns, n'est-ce pas, le surnomment la Venise africaine. Et maintenant, le label maintenant de label de ville classée patrimoine mondial, mais à tout naturellement, depuis l'inscription de Saint-Louis sur la liste du patrimoine, ce label, le label ville classée patrimoine mondial, mais attire progressivement des visiteurs et a positionné Saint-Louis comme l'une des destinations les plus importantes, n'est-ce pas, du Sénégal. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les autorités ont pensé qu'il faut aujourd'hui, pour positionner Saint-Louis comme une destination importante, vraiment, il faut aujourd'hui que l'offre soit essentiellement centrée sur les patrimoines culturels, historiques et naturels. Ce qui m'amène justement à vous parler d'une expérience extrêmement innovante, d'un programme extrêmement innovant qu'on appelle un peu le programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région, qui est vraiment une démarche extrêmement innovante, n'est-ce pas, qui contribue, n'est-ce pas, à la sauvegarde du patrimoine et à l'activité touristique. Ce qu'il faut peut-être également préciser, c'est que ce programme emblématique et à fort impact économique, social et environnemental a pour finalité de soutenir une croissance économique forte dans la région et particulièrement en faveur de son centre urbain Saint-Louis. Et il faut dire également que depuis l'inscription de l'île Saint-Louis, depuis l'inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial, l'île a bénéficié de beaucoup de projets de réhabilitation. Je veux, entre autres projets, entre autres réalisations, je vais peut-être l'intervention de la coopération française qui a permis de restaurer le pont Faidherbe, qui est classé monument historique, la coopération wallonne qui a assuré un peu l'assemblée territoriale, mais également la coopération espagnole. Donc c'est pour dire justement que Saint-Louis quand même a pu vraiment bénéficier de la coopération internationale. C'est dans ce cadre justement que les autorités, que la vision des autorités a été de faire de la conservation et la mise en valeur du patrimoine la locomotive du développement local de la ville. Et c'est dans cette perspective également que l'État du Sénégal a décidé de lancer un programme de développement touristique de Saint-Louis et sa région avec un financement de 24,5 millions d'euros octroyé par l'Agence française de développement. Ce programme multisectoriel dispose de plusieurs composantes qui visent à promouvoir le développement local par la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et le tourisme dans l'île. Donc, du point de vue géographique, ce financement-là se consacre essentiellement sur la ville de Saint-Louis comme point d'entrée des flux touristiques pour la région nord. Le programme de développement donc, est mis en œuvre par un consortium. C'est un programme extrêmement grandiose et sa mise en œuvre, n'est-ce pas,
comprend, nous avons l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements des grands travaux, APIX, pour la gestion et la coordination du programme en tant que maître d'ouvrage délégué. Nous avons le ministère de la Culture à travers la direction du patrimoine culturel en tant que maître d'ouvrage du volet relatif à la réhabilitation du patrimoine. Et nous avons également donc la commune de Saint-Louis en tant que maître d'ouvrage du volet relatif à la réhabilitation des espaces publics, l'amélioration de la gestion des déchets solides et la rénovation du patrimoine bâti en collaboration évidemment avec les privés. Nous avons le syndicat d'initiative, donc l'Office du tourisme en tant que maître d'ouvrage pour la reconstruction du village artisanal. Ce qu'il faut retenir dans ce programme, c'est d'abord, c'est un programme avec multi-acteurs, avec l'implication de plusieurs ministères, mais également qui a vraiment des composantes essentielles. On a une composante espace public, on a une composante déchets solides, on a une composante patrimoine bâti et on a, n'est-ce pas, une composante renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage et appui aux acteurs du tourisme. C'est pour dire que vraiment c'est un programme qui aujourd'hui, s'il est réalisé par exemple pour les espaces publics et l'appui aux acteurs du tourisme, vont, n'est-ce pas, créer les conditions favorables au développement du patrimoine et de découverte, n'est-ce pas, de la nature, mais également concernant les déchets solides, il y a l'amélioration de l'hygiène et la salubrité publique. Maintenant, dans le domaine du patrimoine bâti, vraiment, on a eu des expériences extrêmement intéressantes déjà avec les chantiers écoles, mais aujourd'hui, le patrimoine constitue une niche importante en termes de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté chez les jeunes. Aujourd'hui, nous avons les métiers, n'est-ce pas, du patrimoine, nous avons, n'est-ce pas, les BTP et les métiers du patrimoine. Et aujourd'hui, le programme de développement touristique vient, n'est-ce pas, renforcer tout cela. Donc, ce programme-là, en tant que programme, donc comme une réponse structurée pour valoriser durablement les patrimoines culturels, urbains et naturels de Saint-Louis et sa région, mais également soutenir une dynamique locale déjà engagée dans des conditions de vie, justement pour l'amélioration des conditions de vie des habitants, de développer l'activité économique et d'amélioration des conditions d'infrastructure, etc. Ça dit de manière plus spécifiquement, le programme vise à augmenter l'attractivité du territoire à travers une diversification, une amélioration de l'offre et de l'accueil touristique, au sens de ce qui est offert à voir et à visiter aux touristes afin de lui donner des raisons de déambuler dans l'espace urbain et de séjourner plus longuement dans la ville. Nous avons également la mise en valeur du patrimoine urbain et la requalification des espaces publics de l'île et de ses apports. Ça permet un peu, vraiment, nous avons ici ce qu'on appelle le PCMV, qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et aujourd'hui, ce programme-là, le programme de développement touristique, parce qu'il y aura dans le cadre de la composante patrimoine public, c'est un aspect extrêmement important, c'est un programme, c'est une composante majeure du programme. Nous allons réhabiliter sur le circuit, n'est-ce pas, touristique, mais 118 unités architecturales. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça va permettre un peu, ça va permettre de rendre plus fonctionnel et plus attractif, n'est-ce pas, pour ses habitants. Ce que peut-être on aura dans les débats à revenir sur beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est que ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce programme-là va contribuer à un meilleur habitat des occupants, contribuer à l'image touristique de Saint-Louis par la valorisation de ses patrimoines d'intérêt mondial, permettre une réhabilitation du bâti en conformité avec le PSMB. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'on a un règlement architectural, mais qui n'est pas souvent respecté. Et aujourd'hui, dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine, n'est-ce pas, de l'île, et ça peut avoir un effet de boule de neige, donc un effet, n'est-ce pas, ça peut vraiment faire tache d'huile et pousser les populations à réhabiliter, n'est-ce pas, en conformité avec le règlement architectural. Favoriser également un certain développement économique, qu'on le veuille ou non, ce programme-là, sa finalité, c'est vraiment favoriser un développement économique, qu'il soit maintenant commercial ou touristique. Et enfin, contribuer évidemment
à l'emploi des jeunes et à la qualification des jeunes dans le domaine du bâtiment. Et je vous disais tantôt qu'il y a aujourd'hui des entreprises locales qui commencent à émerger, mais également avec les jeunes qui commencent à prendre un peu les métiers de la maçonnerie, de la ferronnerie, de la chaudronnerie. Et vraiment, c'est des métiers du patrimoine aujourd'hui qu'il faut vraiment valoriser. Et je trouve que c'est extrêmement important. Alors, juste pour finir, je dirais simplement que Saint-Louis, bien qu'elle renferme de réelles potentialités, notamment dans le domaine du tourisme, celles-ci sont encore largement sous-exploitées. L'exceptionnel patrimoine historique, culturel, urbain et naturel constitue de véritables atouts pour une croissance économique de Saint-Louis et de sa région, axée autour du développement touristique. D'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui la mise en place de ce programme de développement touristique. Maintenant, il y a certaines choses, on va peut-être y revenir dans les débats pour approfondir plus largement certaines questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et surtout les projets que vous nous indiquez et qui sont de bon augure pour la suite. Je vous propose qu'on continue avec l'intervention et après on passera peut-être aux différentes questions qui vont arriver. Donc je vais laisser la parole donc à Madame Boulestin donc de Limoges Métropole. Donc sur le lien, finalement, on a parlé de patrimoine, d'attractivité, des sujets qu'on va continuer à parler. Donc aujourd'hui, à Limoges Métropole, et surtout dans le volet relations internationales, quelle place a le patrimoine dans les relations internationales qui peuvent être mises en place? Et je pense que vous allez aborder la question des filières, et notamment des filières d'excellence. Ça me semble tout à fait intéressant que vous puissiez nous dire comment vous les mettez en valeur. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation, remercier tous les organisateurs qui permettent à Limoges Métropole de pouvoir à la fois présenter et valoriser ses actions à l'international. Alors, c'est un vaste sujet que vous me posez là, parce que le service que je représente aujourd'hui, c'est un service jeune, intitulé Coopération décentralisée et francophonie, et qui a pour objet de mettre en lumière non seulement les filières d'excellence auxquelles vous avez fait allusion, mais également et surtout de les rendre présentes au plan national et international. Alors je vais peut-être passer à la première diapositive, si vous le permettez, qui va me permettre de répondre aussi à votre question. La suivante, pardon. Voilà. Alors, je voudrais simplement rappeler que nous nous situons dans un cadre législatif très précis. Parce que vous savez que les communautés de communes, les communautés urbaines comme Limoges Métropole ne peuvent pas avoir toutes les compétences qui restent du domaine donc des communes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous situons résolument dans le Code général des collectivités territoriales qui précise dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités locales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action à l'international annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Et le choix de Limoges Métropole s'est porté uniquement sur les coopérations décentralisées dans le but évidemment de développer des actions transversales à visée notamment touristique et économique. Alors Limoges Métropole, ce sont 20 communes autour de Limoges, qui est la ville-centre dont vous avez rappelé dans votre introduction les particularités, ville créative UNESCO, ville d'art et d'histoire. C'est une ville qui vit depuis très longtemps sur une histoire riche, notamment en direction de ce que l'on a appelé les arts du feu, qui sont la porcelaine, les vitraux et les émaux. Et autour de cette ville-centre se sont regroupées 20 communes qui sont, elles, plus fortement marquées par la ruralité et qui n'ont pas effectivement en lien, en héritage, ce patrimoine très riche, mais qui sont désireuses aussi de fonder
une véritable identité intercommunale, une véritable appartenance. Et donc le choix du nouveau président de Limoges Métropole, Guillaume Guérin, a été d'avoir un volet exogène dans son projet de territoire et qui soit effectivement en direction d'actions internationales très précises. Alors je vais faire le lien avec le Sénégal parce que nous avons à Limoges, et c'est peut-être moins connu, un office international de l'eau depuis des décennies. Cet office n'est pas très connu. Et toutes les actions que nous menons, et notamment en direction du Sénégal, sont en lien avec nos filières d'excellence. Alors notre filière eau, bien entendu, mais notre filière déchets, parce que c'est une compétence des communautés urbaines. Et cette compétence-là, nous désirons la faire connaître à l'international, de façon à fédérer autour de Limoges des centres de recherche avec l'université qui est très présente à nos côtés, et de façon à pouvoir non pas modéliser, si vous voulez, ce que nous faisons sur notre communauté urbaine, mais pouvoir apporter une expertise pour des pays qui ont besoin de s'orienter vers, par exemple, le traitement des déchets. Alors ça peut paraître très, très trivial, ce dont je parle ici, mais c'est extrêmement important aujourd'hui, parce que le choix de Limoges Métropole, indépendamment de cette ouverture sur les actions internationales, s'inscrit aussi dans le cadre de l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable. Et nous travaillons donc avec... alors il faudrait qu'on passe à une autre diapositive sur, pardonnez-moi, le projet 1, coopération décentralisée avec le Sénégal, voilà, qui a vu le jour en 2017 et qui est un projet de gestion des déchets sur une aire géographique de 400 000 habitants, donc au sud-ouest du Sénégal, dans la région du Siné Saloum. Alors l'objectif, c'est d'accompagner la structuration de cette intercommunalité à travers cette compétence dont je viens de parler, et qui fait de Limoges une ville en pointe dans ce que l'on appelle aujourd'hui les objectifs donc, de l'agenda de 2030, et qui consiste à réaliser un diagnostic, à sensibiliser les écoles, former des ambassadeurs de la propreté, réaliser une étude de caractérisation de façon à mettre en place une collecte de valorisation des déchets. Alors pourquoi l'étude de caractérisation ? Parce que nous avons à Limoges une école d'ingénieurs qui est très cotée, qu'on appelle aujourd'hui l'ANSI, et qui forme donc des ingénieurs, et notamment dans le domaine donc, du traitement des déchets. Donc nous avons voulu associer des élèves de 4e année, des élèves ingénieurs, de façon à ce qu'ils puissent, lorsqu'ils vont réaliser leur étude de caractérisation, mettre, si vous voulez, en œuvre tout ce qu'ils ont appris à l'école, de façon à pouvoir rencontrer, voire former de futurs ingénieurs au Sénégal. Et ça permet à l'Université de Limoges d'avoir effectivement des échanges d'ingénieurs. Aujourd'hui, la recherche est centrale en France et en Europe. Nous sommes, et vous le savez aussi bien que moi, à un moment de notre histoire où les territoires sont, sinon en concurrence, du moins un petit peu en compétition. Et c'est très difficile pour des villes ou pour des agglomérations ou pour des métropoles, de pouvoir, si vous voulez, s'inscrire dans cette compétition internationale et surtout de pouvoir valoriser ces filières d'excellence et en particulier pour Limoges Métropole, sa filière d'ingénieurs qui est effectivement une école réputée, mais on voudrait qu'elle soit mieux connue au plan international et en tout cas qu'elle puisse permettre des expertises comme au Sénégal aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais l'Université de Limoges, qui est une université pluridisciplinaire, est riche de filières d'excellence, dont celle de l'école d'ingénieurs dont je vous parlais, ce qui nous permet d'avoir des actions très fortes en direction donc de l'international. Alors je peut continuer peut-être avec un projet qui est beaucoup plus récent, puisque nous l'avons bâti cette année au mois de juin-juillet, donc 2021, et qui a été créé à l'initiative donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et en particulier via le service de la délégation pour l'action extérieure des collectivités locales, était organisé au mois de juin un séminaire en ligne. Et parmi les pays représentés d'Amérique du Sud figurait l'Argentine. Et à cette occasion, le ministère, et en particulier son représentant, c'est-à-dire l'ambassade,
a formulé une demande qui apparaissait urgente et qui se situait dans le domaine de l'agriculture. Alors c'était une question, une demande très vague, mais j'ai saisi la balle au bond. Et puis j'ai souhaité donc que nous poursuivions ces échanges avec l'Argentine de façon à savoir exactement ce que l'ambassadeur voulait précisément. Mais évidemment, avant de nous engager plus avant, il nous faut délimiter l'aire géographique du partenariat, parce que c'était une demande de la province de Buenos Aires, et vous le savez, cette province, en termes géographiques, elle est aussi vaste que la France. Donc il nous faut trouver la partie géographique qui convient à notre communauté, parce que j'ai oublié de vous le dire, 20 communes et puis 210 000 habitants. Donc il faut que nous soyons raisonnables et que nous trouvions, sinon l'équivalent en Argentine, tout au moins une aire géographique qui corresponde à celle sur laquelle nous travaillons. Il fallait identifier les différents acteurs du développement rural, mettre en relation nos universités et établissements de l'enseignement agricole et renouer des liens avec des éleveurs. Je passe très vite pour vous dire que Limoges Métropole s'enorgueillit d'avoir sur son territoire un pôle très important lié à la génétique animale, et c'est le pôle de l'anneau, qui est en place depuis des décennies, qui a organisé par le passé des échanges bovins de très très haute qualité, non seulement avec l'Argentine depuis la fin du 19e siècle, mais également avec le Texas et aussi avec le Brésil. Et il faut savoir que dans les grands espaces tels que ceux de l'Argentine ou du Brésil, eh bien, ce sont des vaches limousines qui ont on va dire, peuplé les cheptels, parce que ce sont des vaches reconnues pour leur rusticité. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre bas sans l'aide forcément d'un vétérinaire. Et ce sont des races à viande aussi. Et donc, la filière bovine s'enorgueillit, et vous avez fait allusion tout à l'heure à ces labels, effectivement, des labels rouges, comme on dit aujourd'hui. Et donc, nous avons la possibilité, nous sommes en capacité encore, grâce à ce pôle de l'anneau, eh bien, de pouvoir avoir des embryons, de pouvoir avoir des semences d'une très très grande qualité, de façon à ce que, sur le plan alimentaire notamment, nous puissions effectivement repeupler des zones qui aujourd'hui manqueraient ou manquent peut-être d'animaux de très très grande qualité. Alors, vous le savez, nourrir la planète va devenir compliqué. Et c'est vrai que nous souhaitons, avec cette coopération avec l'Argentine, pouvoir aider des secteurs en développement, mais qui connaissent, parce qu'il y a eu de maintes crises qui ont traversé le monde ces dernières années, eh bien nous souhaitons être en mesure de répondre à leurs difficultés, parce que nous avons justement des filières d'excellence. Alors ces filières d'excellence, elles ne sont pas simplement dues à la race bovine et aux animaux dont je vous parlais, elles sont aussi organisées autour de lycées agricoles, mais qui ont différentes filières et qui vont jusqu'à Bac+2, voire Bac+3, qui sont en mesure également de proposer une expertise avec des jeunes qui sortent véritablement formés, et avec une variété, si vous voulez, de métiers possibles. Alors bien sûr, l'agriculture, mais le jardinage, mais le maraîchage, mais l'agroalimentaire. Donc nous sommes fiers de ces établissements agricoles qui sont en capacité d'aider des pays qui le demandent, dont l'Argentine, à former de futurs ingénieurs aussi, ou de futurs professionnels de l'alimentaire et de l'agroalimentaire et de l'élevage, voilà, bien entendu. Donc nous avons tout ceci, sans oublier bien sûr la filière cuir, dont je reparlerai dans un instant si vous le souhaitez, mais nous avons là tout un volet de filières d'exception, de filières d'excellence, qui ne sont pas nouvelles, mais qui correspondent, et c'est pourquoi j'ai vraiment accepté de venir vous voir, à un patrimoine du Limousin, peut-être méconnu ou mal connu, mais que nous souhaitons, avec le président de Limoges Métropole, remettre au premier plan, mieux faire connaître, mieux valoriser, dans une région, et vous le savez, nous appartenons à la Nouvelle-Aquitaine, dans une région qui est connue aussi pour être peut-être la première région agricole d'Europe. Et c'est très important pour nous d'être ici, à Bordeaux, avec vous, pour défendre la qualité d'un territoire qui n'est plus à démontrer.
Tout à fait. Puis il y a un point sur lequel je souhaitais insister. On parle de patrimoine. On pourrait parler des patrimoines. Bon, c'est vrai qu'on a une vision partagée, mais souvent en France, on peut considérer que le patrimoine, bien, c'est le château, l'église, parfois les centres anciens et encore, mais ça ne s'arrête pas là. Et on parle d'international. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, la notion de patrimoine est bien plus large. Et par exemple, on peut dire en anglais, il y a une race, par exemple, de moutons très connue en Angleterre, ce sont les moutons Cotswold. Et en anglais, on peut dire que les Cotswold Sheep are heritage brand, une marque, une race patrimoniale. Donc c'est vrai que là, sur le fait, quand on parle Limoges, quand on parle Limousin et Limousine, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et qui contribue à l'attractivité. Un point sur lequel je souhaitais insister avant de vous laisser la parole sur la suite de votre intervention. Finalement, on a presque abordé les problématiques liées à la méthodologie de projet. Souvent, quand on monte un projet international, on réfléchit aussi en termes de financement. On se dit, il ne faut bien pas oublier de solliciter l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, peut-être le département qui peuvent nous appuyer, donc une sorte de vision verticale. Mais ce que j'apprécie dans vos propos, c'est que vous réfléchissez surtout à l'échelle territoriale et à l'échelle horizontale, c'est-à-dire avant de partir loin, on a des filières d'excellence, on a des universités, des lycées agricoles, on peut avoir des associations sur lesquelles s'appuyer et où il va véritablement y avoir une plus-value, une plus-value sur l'action. Absolument, c'est en termes de plus-value d'ailleurs que nous réfléchissons. Parce que nous ne voulons pas faire ce qui a été fait par le passé ou ce que d'autres font, mais en prenant appui, comme vous le dites, sur nos filières d'excellence, de façon horizontale, nous arrivons à créer une synergie entre de très nombreux acteurs que je ne peux pas citer de façon exhaustive aujourd'hui, mais qui aussi sont partie prenante dans ces projets et qui souhaitent véritablement travailler avec nous pour exporter des savoir-faire et pour exporter ces filières d'excellence. Alors peut-être passer au troisième projet parce qu'on va dérouler et puis répondre aussi à vos questions. Alors ce troisième projet, il est également très récent et je voudrais faire le lien avec la ville de Limoges parce que c'est un projet qui a été initié donc par la ville dans le cadre de sa labellisation, nous en parlions en introduction, ville créative de l'UNESCO. Puisque Limoges Métropole, bien entendu, s'est appuyé sur ses savoir-faire porcelaine et cette année émail. Alors ce projet s'étend aujourd'hui aux communes de Limoges Métropole. Il y a 3 communes avec une faute d'orthographe à commune. Il faut un S, pardon, je ne l'avais pas vu, notamment des communes rurales, parce que nous voulions vraiment fédérer les communes, si vous voulez, urbaines et les communes plus rurales, de façon à ce que très tôt, les enfants aient un sentiment d'appartenance, non seulement à un territoire, mais également à des filières d'excellence. Et donc, nous avons construit ce projet à visée pédagogique, en lien étroit avec les communes, l'éducation nationale, la DRAC et l'association que vous connaissez peut-être, Héritage et Civilisation. Donc, les objectifs de Limoges Métropole étaient de fédérer ces communes autour d'une thématique partagée, l'eau, j'y reviendrai, faire des élèves les ambassadeurs de leur territoire. Et puis, bien sûr, nous sommes toujours dans les ODD, toujours cette préoccupation de ce qu'on appelle à Paris les différents plans climat, mais nous l'appelons simplement l'agenda 2030 et qui consiste effectivement à sensibiliser les élèves aux enjeux de l'eau, leur faire découvrir d'autres territoires, des territoires qui vont peut-être se trouver bientôt avec des difficultés d'approvisionnement, par le biais d'échanges numériques, mais bien sûr, s'agissant d'élèves de CM1, CM2, via des plateformes sécurisées, bien évidemment, pour que leur visage, etc., ne soient pas partagés sur la toile, parce que ce sont des enfants mineurs et nous voulons vraiment les protéger. Alors, ce projet est monté avec 13 pays, mais qui sont tous de langue francophone. Ce sont des enfants qui, quelle que soit leur habitation aujourd'hui, c'est-à-dire leur lieu géographique, Sénégal, Syrie, Liban, ou plus près de nous des pays européens, ont tous en partage la langue française. Alors il y a les alliances françaises, bien sûr, mais il y a aussi les lycées français à l'étranger. Donc les enfants vont quand même communiquer avec une langue unique, c'est beaucoup plus facile
pour eux, mais ils vont communiquer par le biais du numérique parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres les uns des autres et ils vont réfléchir sur le thème de l'eau aujourd'hui, eau, denrées précieuses et peut-être denrées rares dans les décennies qui viennent. Alors nous allons mobiliser bien sûr tous les acteurs de l'écosystème, puisque je vous le disais en introduction, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire l'Office international de l'eau. Nous avons aussi un service du cycle de l'eau à l'intérieur de Limoges Métropole et nous avons bien entendu la possibilité de faire appel à d'autres intervenants extérieurs. Mais tous ces acteurs-là sont déjà mobilisés pour qu'après la projection du film Marcher sur l'eau qui va ouvrir cette programmation pédagogique, eh bien, nous ayons la possibilité, avec les enseignants, mais bien entendu sous l'autorité des maires qui ont accepté de travailler avec nous, eh bien, de pouvoir faire intervenir dans les classes des spécialistes, entre guillemets, en tout cas des référents qui sont vraiment aussi des acteurs de notre territoire dans cette filière que nous voulons d'excellence et qui est la filière de l'eau. On a souvent dit, vous le savez, que le Massif central était le château d'eau de la France et c'est vrai que nous avons, nous en Limousin, la chance d'avoir un réseau quand même d'eau et de rivières qui est assez important pour que les élèves, chacun dans leur commune, puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Mais il s'agit aussi de leur montrer que ce qu'ils considèrent comme un geste banal, c'est-à-dire ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, n'est peut-être pas si banal à des milliers de kilomètres. Et ce sont ces échanges-là que nous allons construire tout au long de l'année, bien sûr, avec l'éducation nationale, la DRAC, les maires et bien sûr les écoles concernées. Il nous a semblé que c'était une ouverture sur le monde qui pouvait sensibiliser des élèves de 9-10 ans, qui ne soient pas trop chargés, mais qui soient aussi des thématiques qu'ils vont retrouver ensuite au collège, au lycée, et peut-être découvrirons-nous des gens qui n'iront peut-être pas dans l'espace, comme Thomas Pesquet, mais qui seront peut-être des vrais animateurs, de vrais ingénieurs, donc dans le domaine de l'eau. Il y a voilà, peut-être à faire rêver aussi les enfants dans cette denrée, sur cette denrée naturelle, qui est l'eau potable tout simplement, ou l'eau de source. Tout à fait, et quelque chose qui ne va pas, qui semble aller de soi, comme vous dites, on en a sur la table et on ouvre le robinet, on en a, mais c'est vrai que ce qu'on appelle le stress hydrique est une réalité pour de nombreux pays et va forcément arriver dans quelques années en France avec des phénomènes très, très paradoxaux, je ne vais pas insister, mais avec de très fortes inondations qui vont créer de problèmes, et d'un autre côté des manques d'eau. On voit déjà certaines pénuries. Je crois que vous avez une dernière diapositive à nous présenter. Ce n'est pas une dernière diapositive, mais c'était pour un petit peu répondre à votre attente. Et hier, donc, j'ai regardé ce que faisait donc Limoges Métropole, pas dans notre service, mais dans le service avec lequel nous travaillons, et que le service de développement économique, et qui a mis en œuvre ce que l'on appelle aujourd'hui le contrat destination Limoges. Alors, à l'initiative donc de Limoges Métropole, un collectif d'acteurs de la Haute-Vienne et de la Creuse a déposé une candidature à l'appel à manifestation d'intérêt lancé bien sûr par le CRT de Nouvelle-Aquitaine pour la mise en place donc d'un contrat destination Limoges. Alors, il est proposé par Atout France, que vous connaissez bien sûr, par le CRT Nouvelle-Aquitaine, dans l'objectif de structurer et d'accélérer le développement international des destinations touristiques, et ceci sur 3 années. Alors, pourquoi ce collectif qui a 2 volets et qui réunit la Haute-Vienne et la Creuse? Parce que le premier pilier concerne, je vous l'ai dit, le tourisme de découverte, des savoir-faire d'exception, au nombre desquels on peut compter, je vous l'ai dit en introduction, la porcelaine pour la Haute-Vienne et puis la tapisserie d'Aubusson pour la Creuse. Et ce sont 2 portes d'entrée internationales. En corollaire, bien sûr, des activités de création artistique et culturelle seront également valorisées, cela va de soi. Et le second pilier, qui est complémentaire du premier, concerne l'écotourisme, dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important pour nous et qui prend appui. Alors, je vous l'ai dit, territoire fortement marqué par la ruralité, donc il y a un cadre naturel d'exception, bien entendu, qui est préservé, parce que nous n'avons pas, nous, bétonné. On a la chance de vivre dans des territoires qui ont encore
la nature à 2 pas, et puis qui mêle aussi donc des activités de nature, de pleine nature, de la restauration. Moi, j'aime pas le mot anglais slow food. La restauration douce, on va dire, parce que la restauration lente ne me plaît pas, mais la bonne restauration, on va dire, la bonne gastronomie. Et nous avons sur nos territoires des restaurants qui ont des étoiles, ce qu'on ne sait pas assez, qui sont véritablement très gustatifs, très en recherche de proposer donc à toutes celles et ceux qui viennent, qu'ils soient français ou étrangers, de très belles tables, de très bonnes tables autour de produits naturels. Et quand on parle de circuit court, bien entendu chez nous, nous savons ce que ça veut dire, et bien sûr une véritable authenticité. Voilà ce que je voulais vous faire connaître aujourd'hui, sachant que nous attendons la réponse du CRT, bien sûr, sur la candidature de ce collectif. Mais vous voyez, nous prenons toutes les occasions qui se présentent pour travailler avec différents acteurs, pour ne pas avoir peur d'aller d'un département à l'autre, de façon à créer les synergies nécessaires pour porter ensemble un territoire et une ambition partagée. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, si Monsieur Ndiaye est là, j'avais simplement une question à lui poser, puis après on passera le micro aux différentes personnes dans la salle. Monsieur Ndiaye, si vous m'entendez, j'avais une question pour vous. Vous avez parlé effectivement de la sensibilisation de manière concrète. Quelles sont les actions de sensibilisation ou de valorisation du patrimoine qui sont menées à Saint-Louis du Sénégal, et par quelles personnes elles peuvent être mises en place? Est-ce que c'est par l'administration, par des associations? Alors, ce qu'il faut dire côté sensibilisation, c'est d'abord, nous avons ce qu'on appelle un peu, d'abord il y a la mairie, il y a la commune de Saint-Louis, la mairie de Saint-Louis, donc il y a évidemment un service presque dédié à cela. Mais ce qui est intéressant au niveau de la sensibilisation, c'est que nous avons beaucoup d'associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Nous avons également les conseils de quartier. Les conseils de quartier qui organisent des rencontres périodiques avec les communautés pour un peu échanger. Évidemment, l'animateur principal de tout cela, moi je suis au cœur de ce dispositif. Je suis au cœur du dispositif. C'est vrai, il y a l'État, mais particulièrement, cela revient en fait et à la commune et en fait au conseil de quartier et délégués de quartier. Et surtout, il y a beaucoup d'associations de valorisation et du patrimoine qui sont vraiment des associations extrêmement actives, vraiment des militants du patrimoine qui jouent même ce rôle de sentinelle, d'alerte, qui échangent avec les populations, etc. Autre chose que je voudrais préciser, on avait en fait élaboré un plan d'action, et dans ce plan d'action-là, on avait justement un volet sensibilisation. Nous avons les radios communautaires, nous avons des flyers, etc., pour davantage sensibiliser les populations. Parce que ce qu'il faut retenir, l'inscription de Saint-Louis, les populations n'étaient pas très impliquées. C'était l'affaire de certains bureaucrates, de fonctionnaires, etc., d'intellectuels. Mais aujourd'hui, quand on a inscrit Saint-Louis, on s'est rendu compte que justement les populations ne suivaient pas. Donc il y a un problème de communication, il y a un problème d'information, de sensibilisation, et aujourd'hui, le travail est en train d'être fait à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bien, je vais laisser la parole dans la salle s'il y a des questions pour nos intervenants du jour. Joseph. J'ai une petite question pour Madame Boulestin. Vous avez évoqué un petit peu plus tôt, au début de votre présentation, les arts du feu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, développer, et savoir aussi comment vous partagez cette expérience, comment Limoges Métropole partage, si elle peut ou si elle va le partager avec les partenaires internationaux? Alors, les arts du feu, bon, je vous l'ai dit, il y a 3 parties. Il y a la porcelaine, mais la porcelaine, on va dire, c'est la plus récente. C'est le 19e siècle et le début du 20e siècle pour la grande époque
de la porcelaine. Bon, vous avez eu récemment à la télévision des films qui ont retracé un petit peu cette histoire porcelainière, dans ce qu'elle avait de très beau et puis aussi de très parfois tragique. Et nous avons les vitraux, qui sont aussi de cette période-là et peut-être plus récente vers le XXe. Et nous avons bien entendu les émaux, qui sont, si vous voulez, les plus anciens, puisque nous sommes en Aquitaine. Et la reine Aliénor d'Aquitaine et son mari Henri II Plantagenet utilisaient beaucoup, je vais dire avec un mot, un néologisme, les ateliers de la Haute-Vienne, de Limoges et autour de Limoges, pour créer tous les cadeaux liturgiques et qu'ils envoyaient via leurs ambassadeurs dans les pays étrangers. Et c'est vrai que la grande époque de Limoges, pour les émaux, c'est le XIIe siècle. Ensuite, il y aura une autre grande reine de France qui va à nouveau développer, mais pas comme les Plantagenet, mais si vous voulez, qui, elle, va faire des commandes, et c'est Catherine de Médicis. Et on dit qu'à sa mort, elle avait la plus belle collection d'émaux du monde, qui a été dispersée en Italie avec ses différents neveux et nièces, ce qui est bien dommage. Et ces trois objets, on va dire, magnifiques et vraiment précieux, sont encore d'actualité dans des ateliers, dans des manufactures très réputées. Bon, il ne me convient pas de faire la publicité d'une manufacture ou plutôt que d'une autre, mais il faut savoir que Limoges a ce passé prestigieux sur lequel nous pouvons nous appuyer, et c'est la raison donc du dernier contrat de destination Limoges dont je vous parlais, Limoges Métropole. C'est à l'initiative de Limoges Métropole donc que ont été réunis les deux départements de façon à pouvoir présenter au monde extérieur, aux touristes qui souhaiteraient visiter notre pays, un circuit aussi bien donc sur les arts du feu que sur la tapisserie d'Aubusson, qui elle aussi est très ancienne. Alors on ne va pas refaire l'histoire de la tapisserie, mais la grande époque de la tapisserie se situe au XVIIe, XVIIIe siècle, et en concurrence, Aubusson avait les Gobelins, dont vous connaissez au moins le nom. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont des produits manufacturés d'une très très belle facture, précieux, qu'on n'oublie pas. Et Limoges a voulu aussi s'inscrire dans des projets extrêmement intéressants autour de la porcelaine, notamment pour que les enfants aussi aient conscience qu'ils vivent sur un territoire qui a eu une belle histoire, mais qui continue aujourd'hui, même si la porcelaine, et c'est vrai qu'elle n'est plus tellement une porcelaine d'ornement, même si elle est encore, si vous voulez, sur le marché, mais sur une porcelaine différente, sur une céramique différente, et en particulier dans le domaine médical. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un point important de Limoges, qui a en son sein une technopole, Esther Technopole, dont l'un des fleurons consiste aujourd'hui à avoir des céramiques industrielles. Alors, on sait bien les céramiques pour les dents, pour les hanches, mais aussi pour les traumatismes crâniens. Et on a aussi, dans le domaine de la santé, d'autres experts qui régulièrement présentent des innovations dans ce domaine-là pour pouvoir venir en aide à la chirurgie, et la chirurgie notamment réparatrice. Et vous le savez, bon, je faisais allusion à Thomas Pesquet, parce que vous savez qu'on va quand même dans l'espace avec des matériaux très durs qui sont aussi, sinon fabriqués, mais inventés, imaginés dans des ateliers très très précieux, donc situés à Esther Technopole. Donc vous voyez, on a quand même des filières d'excellence moins connues, mais qui ont un rayonnement international. C'est vrai que dans le domaine de l'aérospatial, on pense Bordeaux, Toulouse, et on n'a pas immédiatement l'idée que Limoges ajoute sa pierre à l'édifice dans des domaines très précis, donc pour aller dans l'espace notamment. Voilà comment, si vous voulez, nous réunissons les savoir-faire centenaires de Limoges avec la modernité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on considère que Limoges, c'est une ville-musée qui ne vit que de son passé. C'est aussi une ville qui, en prenant appui
sur cette magnifique histoire des arts du feu, eh bien, a aujourd'hui, l'ambition de présenter une histoire moderne des céramiques notamment, si je réponds bien à votre question. Et c'est vrai que les enfants sont, alors pour les villes créatives de l'UNESCO, bien entendu, très fortement associés à d'innombrables événements, on va dire, présentations, visites, bien entendu, et que Limoges Métropole n'est pas étrangère non plus à cette valorisation de notre territoire sur l'ensemble donc de Limoges Métropole, bien entendu. Et puis je me permettrai de compléter, ce que c'est une expérience que je connais. Les arts de feu sont aussi le support d'échanges internationaux, et je sais que, alors plutôt à l'échelle de la ville, mais la ville de Limoges échange avec Ikeon en Corée du Sud, et voilà, développer un certain nombre d'échanges sur ce sujet. Alors nous avons effectivement depuis quelques années maintenant un circuit international. Alors vous citez Ikeon bien sûr, mais nous avons Jingensen en Chine, nous avons Seto au Japon, pour parler des pays asiatiques, mais nous avons Charlotte, bien entendu, aux États-Unis, et puis nous avons un certain nombre de villes européennes. Je ne vais pas toutes les citer parce que nous y passerions un petit moment, mais il faut savoir qu'effectivement, nous avons créé il y a quelques années ce que nous appelons une route internationale de la porcelaine, avec des échanges qui nous permettent justement de valoriser ce patrimoine et d'avoir des échanges à la fois économiques, mais aussi touristiques. Parce que ce que nous cherchons finalement derrière cette valorisation, derrière cette présentation, c'est bien entendu d'attirer à Limoges et alentour, bien entendu, sur notre territoire, des touristes avec lesquels nous avons déjà des liens commerciaux ou des liens industriels avec les villes que nous venons de citer, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voulais vous interroger sur un autre pôle d'excellence que vous avez évoqué, qui est l'élevage de la race bovine limousine. Et je voulais savoir comment vous positionnez-vous à Limoges Métropole par rapport aux critiques actuelles contre l'élevage, contre la consommation de viande et également contre certains pays qui sont producteurs à grande échelle de viande justement ou de produits carnés tels que le Brésil, l'Argentine ou le Texas, avec lesquels vous allez avoir des échanges, vous avez déjà des échanges. Donc je voulais savoir quelles sont votre position par rapport à ces critiques actuelles. Alors merci beaucoup pour cette question qui me permet effectivement de rebondir sur cet élevage limousin. Vous savez que nous privilégions la qualité à la quantité, y compris dans l'assiette. Et c'est vrai que nous sommes tout à fait sensibles aux remarques, critiques diverses qui ont lieu aujourd'hui, puisque certaines municipalités présentent des menus alternatifs au menu, on va dire, avec viande, un menu, enfin je voudrais dire carné, si vous voulez, mais nous privilégions toujours l'excellence. Vous savez, la limousine a été longtemps synonyme de luxe. La limousine, c'était la belle voiture dans laquelle on se promenait, et c'est aussi une vache de luxe. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire manger de la viande, manger beaucoup de viande, etc., mais manger de la bonne viande parce que c'est un problème de santé publique. Nous en sommes tout à fait conscients. Et c'est la raison pour laquelle, avec le pôle de l'anneau, dont j'ai parlé dans mon propos introductif, nous avons à nouveau l'ambition commune de faire des produits haut de gamme, de façon à ne présenter dans les assiettes des enfants comme des adultes que des produits de très grande qualité. Nous sommes sur une zone géographique qui n'est pas très vaste et qui nous permet, encore une fois, d'avoir des circuits courts, qu'il s'agisse des légumes ou qu'il s'agisse de la viande, avec des gens qui sont extrêmement attentifs à l'élevage qu'ils produisent, bien entendu, qu'ils sont extrêmement attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux et qui sont en pointe pour proposer des produits de qualité. C'est pourquoi ce contrat de destination insiste sur les restaurants, si vous voulez, qui ajoutent une plus-value parce qu'ils n'ont dans leurs assiettes que des produits de qualité. Alors je ne vais pas faire un discours politique pour ou contre manger de la viande, mais ce que je sais moi, c'est que la viande limousine, de par la qualité
qu'elle a de façon intrinsèque, parce que c'est une viande qui n'est pas grasse, qui est maigre. Cette viande-là mérite effectivement d'être connue et reconnue. Et si les Argentins, pour répondre à votre question, ont fait appel à nous, c'est qu'ils sentent bien que après avoir eu cette matière première, ils se sont dévoyés et qu'ils veulent revenir avec nous dans le berceau de cette race limousine qui est extrêmement fine, extrêmement goûteuse et qui, sur le plan de la santé, n'amène pas, si vous voulez, des produits additifs, etc., qui effectivement sont des produits, nous le savons aujourd'hui, cancérigènes. Et nous le savons bien. Donc je crois que reprendre contact avec les pays comme le Texas, avec le pays comme l'Argentine, voire le Brésil, permettra à ces pays-là peut-être de s'orienter différemment vers une alimentation de qualité. C'est notre ambition. Mais nous y tenons et vraiment jamais nous ne inciterons, on va dire, nos agriculteurs, nos cultivateurs à faire de la viande de mauvaise qualité. Jamais nous ne les pousserons dans cette voie, mais je sais que nos élus, pardonnez-moi, mais lorsqu'ils en débattent, notamment au Parlement, sont très sensibles à cette qualité-là et la promeuvent avec beaucoup d'insistance. Voilà, par rapport à d'autres plats que l'on pourrait présenter. Mais je crois que, vous savez, c'est important ce que vous dites. Le bien manger est important. Le bien se nourrir est important. Parce qu'au final, même si au départ c'est un petit peu cher, au final on s'y retrouve. Et notamment sur le plan de la santé. Pardon d'avoir été un petit peu petit. Donc. Je me permettais une question pour M. Ndiaye, qui a abordé le fait que Saint-Louis du Sénégal, c'est bien sûr un patrimoine architectural, mais c'est aussi un patrimoine naturel et c'est un patrimoine lié aussi au changement climatique qui est en péril. Quels sont les enjeux et comment vous faites face notamment aux problématiques liées à l'érosion et voilà, aux risques que ça pourrait avoir pour la mangrove? Oui, c'est vrai que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés est lié en fait au changement climatique. Nous, c'est vraiment, on a l'océan Atlantique et on est vraiment carrément confronté à l'érosion côtière, aux inondations, n'est-ce pas, fluviales et maritimes. C'est vrai maintenant qu'il y a des programmes, soit de l'État, mais également à travers la coopération internationale, il y a déjà des programmes qui sont en train d'être mis en œuvre pour un peu enrayer tout cela. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la grande menace par rapport à l'érosion côtière, c'est vraiment l'île Saint-Louis qui risque de disparaître. Parce que nous avons ce qu'on appelle un peu le cordon dunaire, c'est vraiment la langue de barbarie. Et si aujourd'hui, si des efforts ne sont pas faits, ce cordon dunaire, s'il disparaît, c'est vraiment toute l'île de Saint-Louis qui va disparaître. C'est dire que donc, vraiment, nous sommes nous suivons de très près cette question. Aujourd'hui, des études encore sont en train d'être faites, mais quand même, il y a un début de solution avec le programme WACA, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin sur la durée de cette table ronde. On peut prendre une dernière question s'il y en a une. Petit garçon, tu veux poser une question? Non? Ou ton papa alors? Je laisse peut-être la parole aux organisateurs pour présenter la suite du programme. J'ai le mien qui marche bien encore, si vous voulez. Avec nous.
Je me permets juste de faire une petite introduction qui arrive au milieu de la séance, mais c'est pas grave, ça fait une petite distraction. Cette rencontre est co-organisée par Socopération et l'IDAF. C'est une rencontre qui a lieu dans le cadre du groupe thématique culture et développement, proposé par Socopération, qui est un réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale pour la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Socopération travaille beaucoup dans le cadre des objectifs du développement durable dont on a parlé tout à l'heure. Et dans les objectifs du développement durable, la culture n'est pas présente. C'est pour ça que c'est un choix de Socopération, en tout cas, de privilégier, de mettre l'accent sur la culture, parce que nous croyons vraiment que la culture est un outil, un vecteur essentiel, en tout cas d'éducation et notamment pour les objectifs, pour répondre aux objectifs du développement durable. C'est donc dans ce cadre que nous proposons ce type de journée et surtout de rencontre entre vous, les différents acteurs de l'international. Voilà. Et la deuxième table ronde, alors là, je vais laisser la parole à Dana. Non, c'est sur le patrimoine et l'éducation. Donc la deuxième table ronde va porter sur l'éducation comme vecteur de sensibilisation au patrimoine, à la fois en France et ailleurs dans le monde, et qui sera modérée par Katia Kukavka, directrice adjointe du musée d'Aquitaine. Pour compléter les propos de ma collègue Magali Noguès, nous tenons à remercier Cité Remarquable de France pour son implication sur cette manifestation-là, ainsi que le musée d'Aquitaine, avec lequel on a co-construit la deuxième table ronde qui va suivre dans une petite demi-heure, mais aussi surtout pour son accueil et sa collaboration toujours bienveillante et fructueuse. Donc merci beaucoup de nous accueillir et merci pour votre engagement à tous les deux à nos côtés pour cette journée-là. On se retrouve dans une demi-heure dans cette même salle. Merci.